Je suis journaliste à la base. Je travaillais au magazine Sciences Humaines où j'étais amené à m'occuper d'histoire. Ma formation initiale est sociologue. Mais il y avait déjà un sociologue, donc je me suis occupé d'histoire parce qu'il n'y avait pas d'historien, c'est un peu un hasard. Je me suis mis à lire beaucoup d'histoire. Et Sciences Humaines est un magazine qui a la propriété d'être transdisciplinaire, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des dossiers sur une thématique, ça peut être par exemple, mettons le climat, on peut choisir sur cette thématique de faire intervenir un économiste, un psychologue sur la façon d'anticiper, un géographe, etc. Donc on essaye sur des objets précis d'avoir un regard transdisciplinaire. Oui, voilà. C'est un des hors-séries que j'ai dirigé pour eux. Donc, sur les Lumières, c'est un phénomène typiquement historique, mais il y a aussi de la philosophie qui intervient, il y a de la sociologie, il y a de l'économie, il y a notamment une interview de Kaplan, raisonner sur les blés. Bref, c'est quelque chose que l'on peut appréhender avec une multitude de regards. Et un jour, j'ai découvert l'histoire globale ou Global History complètement par hasard. Un historien, ou plutôt un géohistorien du nom de Christian Grattalou m'en a parlé. Je me suis intéressé à cette discipline qui est pratiquée aux États-Unis depuis plus d'un demi-siècle maintenant, mais qui est très peu pratiquée en France, et en général pas par des historiens, mais par des économistes, des anthropologues, etc. Les rares historiens qui le font en France sont en général d'origine étrangère. Une des figures de proue, c'est Alessandro Stanziani, qui a fait un livre récent sur sur ce qu'est l'histoire globale. J'ai moi-même coordonné le premier ouvrage collectif sur cette question en 2008 aux éditions Sciences Humaines, et il a été republié récemment en 2015. Il est à l'entrée là-bas. Voilà, Histoire globale, un nouveau regard sur le monde. Si je l'attrape... Au-dessus là. Pardon. Non, ça c'est la nouvelle histoire du monde, ça en est encore un autre. Là-bas ou dans la vitrine, oui, bon, peu importe. Excusez-moi. Et au final, c'est un regard transdisciplinaire, c'est-à-dire que l'histoire globale a entrepris d'étudier le passé à de très grandes échelles, des échelles géographiques, c'est-à-dire en essayant d'étendre son regard sur l'ensemble de la planète ou sur de grandes zones géographiques, et l'échelon aussi temporel, en travaillant sur la longue durée telle que définie par Fernand Braudel. Donc vraiment les modifications structurelles qui ont pu être apportées aux civilisations, à notre espèce, etc. Elle le fait à travers un jeu d'échelles, c'est-à-dire qu'elle n'entend pas reconstituer une histoire totale, qui est complètement impossible dans l'état actuel des données, il y a trop de données, mais bien une histoire en procédant par prélèvement. On va ainsi faire un peu de micro-histoire pour montrer par exemple qu'un paysan perd sa récolte en mettons 1318 parce qu'il y a un grand coup de froid, et puis après on peut dézoomer et regarder ce qui se passe sur la planète et voir qu'il y a eu une éruption volcanique qui a détraqué le climat, et puis on peut revenir sur ce même paysan qui au bout de 2 années sans récolte se préoccupe de nourrir ses enfants et va jusqu'à déterrer, le fait éprouvé, des cadavres dans le cimetière à côté pour les nourrir. Parce que quand on a faim, on fait un peu n'importe quoi et généralement on se livre au cannibalisme. Bon, ça c'est une incise rapide. Une fois fait ça, l'apport principal en fait de l'histoire globale, c'est d'associer différentes disciplines à part égale. La démographie, l'économie, l'anthropologie, la géographie, tout ce qui est propre en fait à apporter des regards complémentaires. Et quand je dis en part égale, souvent l'histoire s'est appropriée d'autres disciplines. Les méthodes par exemple de l'anthropologie dans l'histoire culturelle. Mais l'histoire reste souveraine dans l'application de ces méthodes et dans l'interprétation des données. Là, il s'agit vraiment de faire une histoire où chaque discipline s'exprime à égalité avec l'histoire pour avoir quelque chose de pluridisciplinaire. Alors, le premier à faire ça l'a fait un peu par nécessité. Il s'est posé une question bête, c'était William McNeill, c'était pourquoi l'Occident domine le monde? Pourquoi, au XIXe siècle, un petit bout isolé de l'Eurasie, qui est l'Europe, a pu dominer le monde par sa technologie, par ses sociétés dynamiques, en envoyant des colons un peu partout sur la planète. Et McNeill a regardé la littérature qui était disponible à son époque et qui était en général issue de l'historiographie du XIXe siècle, à l'époque où l'Europe dominait effectivement le monde, où c'était exclusivement ou presque des historiens blancs donc qui
et mâles qui écrivaient cette histoire, et donc les uns arrivaient avec c'est parce qu'on avait le christianisme, donc on était les élus, c'est parce qu'on avait de meilleures armes que les autres, ce qui n'était pas faux. À la fin du 19e, les armes européennes étaient plus performantes que les armes des autres peuples, mais voilà, c'était presque des raisons tautologiques qui résultaient d'une histoire tunnel. On se retournait, on est là, et c'était logique qu'on y arrive. 30 ans plus tard, ce qui est peu commun pour un historien, McNeill a fait une nouvelle édition de son bouquin, The Rise of the West, et il a dit « je biffe tout, je me suis trompé dans l'introduction », parce qu'en fait, entre-temps, il y a eu d'autres données qui sont intervenues. Les États-Unis ont notamment développé l'étude des aires culturelles, qui leur a permis de se rendre compte que les autres avaient une histoire. Et de là où il était placé, dans les universités ouvertes sur le Pacifique où avait enseigné McNeill, il avait été complètement exposé à cette histoire-là et il avait renouvelé son regard. Et entre-temps également, un autre historien avait commencé à se poser la même question. Il avait apporté une autre réponse qui était très originale. C'est Alfred Crosby, qui lui est parti donc également du constat qu'il y avait des blancs partout sur la planète, que ça résultait d'une vague de migration relativement récente, mais qu'en revanche, les autres peuples ne s'étaient pas diffusés à l'ensemble de la planète, à l'exception des Africains, que l'on avait déportés, mais ça c'était dans le sillage des blancs, de l'Afrique vers les Amériques. Et il s'est posé la question pourquoi cet état de fait, et il en est arrivé à l'idée que c'était une question écologique. Et il a apporté comme solution deux théories. La première théorie est celle de l'échange colombien, la seconde théorie est celle de l'impérialisme écologique. Et les deux s'articulent. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Au début, l'humanité, Homo sapiens récent, se répand à la surface du globe et détruit les grands animaux là où il arrive. Et plus ces grands animaux, moins ces grands animaux ont coévolué avec les humains, plus ils sont vulnérables. Ce qui explique que là où Homo sapiens, perfectionnant ses techniques de chasse, arrive tardivement, les grands animaux disparaissent de façon massive. En Afrique, les grands animaux se sont érodés lentement parce qu'ils ont eu le temps de voir notre espèce inventer des outils depuis 3 millions d'années pour les chasser, développer une cognition très performante pour les chasser et de s'adapter à cette pression évolutive. Et donc aujourd'hui on a encore des grands animaux en Afrique. En Asie, même histoire, les humains sont présents depuis au moins 2 millions, sinon 2,5 millions d'années. Les grands animaux se sont adaptés, c'est pourquoi il y a encore des éléphants en Afrique et en Asie. Mais il n'y a plus d'éléphants dans les Amériques. Alors là, je vais vous surprendre. Oui, il y avait des éléphants dans les Amériques. On n'y pense pas trop, mais il y a 15 000 ans, vous auriez encore trouvé 6 espèces d'éléphantidés dans les Amériques. Des mammouths couverts de poils pour résister au froid dans les zones froides et des mastodontes à peau rase, un peu comme un éléphant, plus au sud. Et puis, voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple. Les humains modernes se sont diffusés en Eurasie assez tardivement dans le nord à la faveur de l'invention de l'aiguille à coudre. Ils ont pu ajuster des vêtements, ils ont traqué les mammouths, ils ont construit une civilisation de chasse aux mammouths et ce sont donc des chasseurs super performants. Et voici Laurent qui arrive, qui va pouvoir vous présenter l'effondrement. Bravo, je ne pensais pas que tu serais aussi rapide. On est encore dans un monde moderne. Oui, alors j'étais parti pour présenter rapidement Cataclysme, et puis après tu présenteras rapidement Collapsus, notre co-ouvrage. Bonjour à tous. Donc ces chasseurs de mammouths extrêmement performants ont éradiqué la grande faune des Amériques. Ce qui fait que quand les populations se sont retrouvées en tension alimentaire il y a 10 000 ans de ça, elles ont toutes adopté une façon de renforcer leur contrôle sur le milieu pour pouvoir se nourrir davantage. La Terre pouvait accueillir un maximum de 5 millions de chasseurs-cueilleurs. Les humains s'étaient installés quasiment partout, en Australie, dans l'ancien monde, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe, l'Asie, et également dans les Amériques. Dans la plupart des cas, ils avaient éradiqué les grands animaux, et donc leur économie, s'ils voulaient continuer à se multiplier, impliquait une révolution, et c'est ce qu'on a appelé la révolution néolithique. Ils ont domestiqué le vivant. Et là où ils le pouvaient, ils ont domestiqué des animaux, mais ils ne le pouvaient plus, ou beaucoup moins, dans les Amériques. C'est-à-dire qu'il ne restait plus de grands animaux à domestiquer. Donc ce qui a été fondamental dans l'essor de l'Asie et de l'Europe, c'était la domestication des grands animaux. Vous aviez des bovidés, vous aviez des chevaux. Les chevaux étaient apparus en Amérique du Nord, de même que les camélidés. Ils n'y étaient plus. Ils avaient disparu à l'arrivée des humains.
Donc les Amérindiens n'avaient pas grand-chose à domestiquer. Le modèle agricole n'a pas fonctionné immédiatement en Eurasie, tout simplement parce que la communauté avec les animaux a créé une communauté de virus, une coévolution de virus. De nombreuses maladies sont apparues, la variole, la rubéole, les oreillons, la grippe, j'en passe et des meilleurs, qui aujourd'hui nous font rigoler parce que ce sont des maladies d'enfance et notre système immunitaire et sociétal nous en protège. Mais il fut un temps où ça tuait plus d'un humain sur deux, voire 2 ou 3 humains sur 4 avant leurs 5 ans. C'était une façon de niveler les populations. Et puis à un moment, les organismes se sont habitués, sont devenus immunisés, et à ce moment-là, le modèle agricole s'est répandu dans l'ancien monde. Et quand les Espagnols donc retournent sur la scène, nous sommes en 1492, il y a un gars qui a calculé que la Terre est 2 fois plus petite qu'elle ne l'est d'après les savants, qui avaient correctement mesuré dès l'époque grecque la circonférence de la Terre avec Ératosthène. Donc Christophe Colomb arrive, parce que son idéologie veut que la Terre soit 2 fois plus petite qu'elle n'est, enfin qu'on puisse en faire le tour en 2 fois plus vite que ce qu'elle n'est. Et donc il convainc les rois d'Espagne de lui avancer 3 bateaux. Il fait la traversée, il tombe sur un endroit, il dit c'est les Indes, d'où le nom d'Indien. En fait, on distinguera après les Indes et voilà, les Amériques. On va parler d'Amérindiens. Bref, ces populations-là n'ont jamais été exposées aux microbes de l'ancien monde. Donc le premier Espagnol qui éternue zigouille les sociétés présentes à un taux qui est absolument effroyable. On estime qu'à peu près 90% des Amérindiens ont péri de microbes. Les Espagnols sont parfois rentrés dans des cités où tout le monde était mort ou fuyait. Parce que quand vous commencez à voir les gens qui tombent autour de vous, en général, vous carapatez. Et si vous entrez en contact avec d'autres personnes, vous leur passez les virus dont vous êtes porteur. Voilà donc expliquer un des grands miracles de l'histoire, comment Cortés, avec moins d'1 millier d'hommes, peut abattre une entité étatique qui s'appelle la Confédération Aztèque, qui commande à peu près 17 millions de sujets, et où on a une aristocratie, 10 à 20% de la population, qui est là pour faire la guerre. Donc qui potentiellement aurait dû donner beaucoup plus de fil à retordre aux Espagnols. Tout simplement parce que les Espagnols avaient un allié invisible, ils pensaient que c'était Saint-Jacques qui tirait des flèches invisibles et décimait en fait les adversaires qui tombaient comme des mouches devant les Espagnols. Mais Saint-Jacques en fait avait pris la forme de petites créatures dont on ignorait tout à l'époque, des germes, la variole, puis d'autres maladies derrière qui ont décimé les Amérindiens. Et pourquoi est-ce que Alfred Crosby a choisi d'appeler ça l'échange colombien? C'est tout simplement qu'il y a eu un échange microbe contre nourriture. Parce que dans les Indes, on a trouvé des plantes que les Amérindiens avaient domestiquées. Rappelez-vous, ils n'avaient pas d'animaux, donc ils ont intensifié les sélections botaniques et sont parvenus à faire des plantes extrêmement productives qui ont dopé la démographie de l'ancien monde, à savoir le maïs, qui a été une plante longtemps très productive par rapport à n'importe quelle autre céréale. Ça semblait un miracle aux Européens. Vous plantiez une graine, vous en récoltiez jusqu'à 100. Le blé n'a pas du tout le même rendement. Voilà, c'était une plante miraculeuse pour eux. Mais il y avait aussi le manioc, qui a permis un essor démographique fort sous les tropiques. Il y avait la patate douce, il y avait la pomme de terre, toutes choses qui ont révolutionné l'alimentation progressivement durant l'époque moderne. Voici pour l'échange colombien. Et la seconde notion dégagée par Alfred Crosby, c'est la notion d'impérialisme écologique, c'est-à-dire que ça ne s'est pas limité à la captation de plantes alimentaires et la diffusion de microbes, mais le fait que la population amérindienne se soit effondrée renvoie à la façon dont les Amérindiens géraient leur milieu. Ils plantaient le maïs, la courge et le haricot ensemble, pour ces civilisations en tout cas du centre des Amériques, mais surtout ils jardinaient par le feu. Les Espagnols considéraient que c'était une terre vierge, dans la mesure où elle n'était pas mise en valeur à la façon dont eux imaginaient qu'on fait des cultures, c'est-à-dire avec un bœuf qui tire un soc d'acier. Les Amérindiens n'avaient pas de sidérurgie et ils n'avaient pas de gros animaux pour tracter une charrue. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils brûlaient leur milieu pour le fertiliser, répétitivement. Le fait que 50 millions de personnes périssent au cours du XVIe siècle de maladies, c'est le chiffre estimé du nombre de la déplétion des Amériques
au XVIe siècle, entraîne une captation carbone, la forêt se met à pousser en l'absence du brûlis régulier auquel elle était soumise, et des nouvelles plantes invasives vont progressivement envahir ces écosystèmes et les renouveler profondément. Et les Européens au début ont un mal fou à pénétrer dans un milieu qui leur est hostile, qu'ils ne comprennent pas, avec des plantes nouvelles, des animaux qu'ils n'ont jamais vus, et progressivement devant eux, devant les graines qu'ils apportent, devant les animaux qu'ils introduisent, le milieu bascule, change. Les bisons progressivement vont céder la place aux vaches et aux barbelés, ça sera au XIXe siècle, faisant basculer la population de bisons de 60 millions de bisons à peu près courant du XVIIe à moins de 400 survivants pour lesquels on va fonder le parc régional du Yellowstone à la fin du XIXe. Et cette emprise sur les bisons montre d'autres emprises. Les arbres vont changer, les milieux vont changer, les vers de terre vont être apportés, c'est ça le plus extraordinaire. Les grandes glaciations avaient détruit les vers de terre dans une moitié nord de l'Amérique, et c'est l'apport de terre de la part des Européens qui va faire arriver des lombrics européens et aboutir à une nouvelle forêt. De la terre d'Europe ? Oui, alors ça c'était pour servir de lest, je l'explique dans Cataclysme, dans les tonneaux. Ils avaient besoin de lest dans les tonneaux, donc ils mettaient de la terre et puis ils la jetaient par-dessus bord, et c'est ça qui a amené de nouveaux micro-organismes dans le sol et changé la composition même du sol. La thèse finalement d'Alfred Crosby, un impérialisme écologique, dans les dominions, là où les populations blanches sont devenues hégémoniques, c'est parce que le milieu s'est transformé devant eux, simplement parce que les jardiniers, que ce soit en Australie ou que ce soit en Amérique, où les processus ont été grosso modo les mêmes, les milieux se sont effondrés avec la mort des populations, avec la quasi-disparition des populations indigènes, et du coup, les micro-organismes et les plantes et les animaux apportés par les Européens ont transformé ces paysages-là en répliques des paysages européens dans lesquels les Européens étaient compétitif. Et la démonstration vaut par une contre-démonstration. L'Afrique, elle est restée à l'abri de ces maladies. Il faut attendre la diffusion de la quinine dans la seconde moitié du XIXe siècle pour que les Européens puissent mettre l'Afrique en coupe réglée. Ce n'est pas une question de différentiel technologique, il existe avant, c'est tout simplement une question qu'avant la quinine, quand on envoie une armée en Afrique, une armée de blancs, eh ben, il suffit aux Africains de se retirer à l'intérieur des terres, et puis de regarder les blancs, attendre la tombée des pluies, et avec les pluies se lèvent les moustiques, fièvre jaune, paludisme, et emporter l'armée. 90% d'attrition, les faits sont attestés, c'est-à-dire que 90% des conscrits meurent dans les 10 jours qui suivent l'apparition des fièvres. Donc effectivement, personne ne peut se battre ou envahir un pays durablement dans ces conditions. Voilà, donc je vais arrêter là. Toute cette histoire environnementale qui a été très enrichie par un demi-siècle de recherche aux États-Unis, je l'ai résumée là-dedans. Et ce qui a amené donc mon compère à me proposer une autre collaboration. Et oui, je termine également, puisque je vais présenter rapidement tous mes livres. J'ai fait une histoire mondiale avec une chronologie, etc., pour permettre de se repérer dans Cataclysme, puisque Cataclysme fait des allers-retours dans le passé à certains moments. Là, vous avez une histoire plus conventionnelle en ligne, cette même histoire, mais avec des cartes, des chronologies et des encadrés, permettant de mieux comprendre comment tous ces événements se sont articulés. Et j'ai fait raconter cette histoire par les chiens dans un autre livre, parce que ce sont les animaux qui traînent le plus dans nos pattes et qu'on a modifié le plus. En fait, ce sont les laboratoires des possibles. On a fait subir aux chiens tout ce qu'on a fait subir après aux humains. Et donc c'est intéressant de se préoccuper de ce qu'ils subissent en ce moment, notamment une forte artificialisation, un contrôle très fort de la reproduction. Voilà. Bref, ceci nous amène sur d'autres trajectoires. Bah écoute, merci. Comme À ton tour. J'ai pas couru pour rien, c'est cool. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais me présenter assez rapidement. Laurent Hayet, dans la vie, je ne suis que un citoyen concerné. J'ai depuis l'enfance l'intuition d'un futur difficile, pour différentes raisons, je vais pas m'étendre dessus, et je me pose la question aussi de où ça vient. Ce qui m'a amené de me rapprocher de Laurent après la lecture de Cataclysme, puisque j'avais enfin une réponse sur les origines, qui était le méchant et pourquoi on en était là.
La réponse c'est qu'il n'y a pas vraiment un méchant. Et donc c'est posé la question de d'accord, continuons l'histoire, puisque ce qui nous intéresse, le passé, pour moi le passé m'intéresse en ce qui nous enseigne des potentialités pour le futur. Et arrive une grosse hypothèse, c'est que tout ça ne pourra pas continuer comme les contributions, comme dirait ma grand-mère, mais le futur n'est pas écrit. Je crois qu'il est déterminé personnellement, mais en tout cas, il est inconnu. Je ne sais pas si quelqu'un de vous connaît les chiffres du prochain loto, par exemple. Qu'il lève immédiatement le doigt, je vais lui payer quelque chose. Donc, on ne connaît pas le futur, mais pourtant, des gens nous vendent depuis déjà longtemps un futur. Réfléchissez, vous verrez bien les exemples. Et on nous a vendu la croissance infinie dans un monde fini, hein, avec un l'an 2000, enfin moi je suis un grand lecteur d'Asimov, je suis né longtemps avant l'an 2000, et ben, l'an 2000 il n'y avait pas tout ce qu'on nous avait promis, j'étais un petit peu déçu d'ailleurs, enfin je l'avais vu venir. Et donc on s'est posé la question de l'effondrement, voilà, le gros mot est posé sur la table. Est-ce que nous allons dans le mur en tant que civilisation, puisque un des aspects de notre situation actuelle, c'est que nous sommes dans une civilisation qui est, bon, il y a des différences, mais grosso modo basée sur le principe de l'extraction des ressources, intense, extrêmement intense, le tout contrôlé pour l'essentiel par un système financier mondial, avec une petite enclave de quelques milliards quand même contrôlée par un autre système beaucoup plus autoritaire, mais qui est basé sur les mêmes fondements d'une extraction pour générer des flux qui génèrent de la transformation de capital naturel en capital artificiel. Donc on avait nos idées tous les deux, assez concordantes, mais on ne peut pas dire que le futur n'est pas écrit, et puis dire on va écrire ce qui va être le futur. Ça semble un peu paradoxal, donc on a décidé de poser la question à 38 personnes, experts ou personnalités engagées pour faire un constat des lieux, avec les dynamiques qu'on pouvait dresser depuis le présent, pas l'inverse d'une théologie en disant le futur sera ainsi, et donc on tire la ligne droite vers le présent. Là on fait le contraire, on parle du présent, puis on dit ok, où on va là comme ça. Et ensuite on a essayé d'explorer un petit peu les différents récit du futur, et pour être tout à fait complet, la difficulté qu'on a rencontrée, c'est que aucun scientifique ne peut vous faire un panégyrique complet de la situation. Par définition, un scientifique est un expert d'un sujet donné, et dès qu'il sort de son domaine de compétence, il devient vite un citoyen lambda. Et il dit, là, je m'arrête. Donc il a fallu mettre plusieurs constats les uns à côté des autres, et pour faire un travail transversal, on a eu recours aux sciences humaines, les historiens, les philosophes, les anthropologues, on a même un psychiatre avec Roland Gori, pour qu'il essaye de regarder tout ça et de nous donner une vision plus globale. Et puis une fois qu'on a fait le constat des dynamiques, on a visité un petit peu les grands récits du futur par la science-fiction, on parle un peu de d'où vient le transhumanisme, sans explorer tous les scénarios plus ou moins délirants qu'ils nous proposent. Enfin, je ne sais pas si vous avez envie d'être réduit à la taille de 1 mètre de haut, ou pour manger 2 fois moins, ou enfin, ce genre de choses, c'est quand même des choses assez étonnantes. Bête, hein. Bah, on pourrait être 2 fois plus nombreux, et puis on aura résolu pas de problème en fait. On rejoint les chiens, hein. Vous avez des modèles réduits chez les chiens. C'est en cours, on travaille. On n'abandonne pas le lecteur, et donc on explore qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes les émotions qui sont suscitées avec ce constat qui est assez difficile. La jaquette que l'éditeur nous a fait d'ailleurs me semble assez éloquente, changer ou disparaître. Bon, voilà. On n'a pas de proposition pour sauver tout le monde, mais tout au long des rencontres, des gens ont des idées quand même pour essayer d'améliorer la situation. Donc on a aussi dit aux auteurs, eh bien, écoutez, c'est le moment aussi de présenter un peu vos idées, parce qu'il nous semble que continuer comme on est actuellement nous semble pas... Enfin, c'est Einstein qui a dit, hein, la folie c'est de continuer à faire la même chose, le problème c'est que ça va changer les résultats. Donc voilà, on en est là. Alors la grande honte que j'ai avec moi personnellement, c'est que de base je suis microbiologiste, et on n'a pas du tout un scénario sanitaire sur les problèmes sanitaires, pourtant avec les résistances antibiotiques, etc. Il y avait plein de choses à dire. On n'en a pas parlé, il y a quelques auteurs qui abordent les questions les difficultés sanitaires d'aujourd'hui, mais c'est assez succinct. C'est aujourd'hui dommage, je pense que l'éditeur
C'est pas grave, il y a largement de quoi remplir un second tome, mais le problème sera plutôt d'essayer de définir des pistes de solutions d'ensemble en articulant justement différentes sciences. Et ça commence à se faire, enfin on le voit apparaître dans le milieu de l'édition, des tentatives de faire des récits du futur plus compatibles avec les limites que l'on connaît, tout en ayant la possibilité de changer certaines trajectoires. Et d'ailleurs, on a un chapitre sur qu'est-ce qu'un récit, son danger, son intérêt et son pourquoi. Enfin, on essaye d'aborder vraiment les choses sous tous les angles. Tous les auteurs ne sont pas forcément... Enfin, ils sont convergents, en tout cas ils tournent autour de cette hypothèse d'effondrement. Certains sont contre, d'autres sont pour, d'autres disent c'est plutôt un déclin. Alors après, c'est une question de recul. Hein. Dans une ère géologique, un déclin sur plusieurs siècles, ça ressemble à un effondrement. Pour celui qui le vit, il préfère que ça dure 300 ans plutôt que 20 jours. Mais géologiquement parlant, c'est un peu le même résultat. Donc il y a des avis différents et je pense que l'intérêt de ce livre, c'est pas d'avoir un récit qui dit une vérité absolue, mais c'est comme une sorte de mosaïque, il faut prendre un peu de recul, lire tous les chapitres et puis on commence à voir se dessiner un ensemble qui est une proposition de constat et possiblement d'orientation. Voilà, j'ai été assez clair. Oui, tout à fait. Alors, comme c'est un sujet extrêmement complexe, est-ce que vous avez précisément des questions, des angles que vous souhaiteriez voir abordés? Oui, par exemple, que pensez-vous du développement durable? Il me semble que ça fait quand même 20 ans qu'on en parle et on ne voit pas beaucoup d'effets. Et donc, quelle est votre position sur le développement durable? Est-ce que c'est suffisant? Oui, ou ça doit être développé? Ouais. Enfin, moi, je suis un ex-directeur du développement durable d'Effroquet. Donc, voilà. Après avoir tourné pendant 27 ans autour de la question, j'en arrive à la conclusion que c'est un oxymore, que dans développement et dans durable, il y a une difficulté de base. On ne peut pas se développer éternellement, rien ne pousse éternellement. Il n'existe pas d'exponentielle infinie dans l'univers, car on regarde autour de nous et on voit des choses différentes. Moi je vois que je ne suis pas Laurent Testo, qu'il y a des hommes, des femmes, des animaux, des plantes, des pierres, des planètes, des étoiles. Donc il n'y a pas depuis 13 milliards d'années une chose qui a grandi indéfiniment pour finalement tout absorber et devenir cette croissance infinie qui ne s'arrêterait jamais. On serait dans cette chose si cette chose existait. Donc développement a forcément, il doit forcément évoluer d'une certaine façon, et comme on entend développement par développement économique à 3% de croissance du PIB par an, c'est un peu restrictif comme définition du développement. Je veux bien entendre développement de la sagesse, développement de l'entente entre les humains, etc. On peut donner plein de sens au mot développement, mais dans le sens économique entendu. Plusieurs économistes interviennent dans l'ouvrage, comme Gaël Giraud, par exemple, qui a une critique assez claire du système actuel. On a un problème. Durable et développement comme ça ne vont pas ensemble. Même les financiers disent que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel quand il s'agit de marché d'action. Le raisonnement peut s'appliquer généralement. Donc voilà ce que je pense moi du développement durable. Même si dedans il y avait de bonnes intentions au départ. Dominique Bourg, qui a été un des théoriciens du développement durable, s'oppose à cette notion parce qu'il considère qu'elle a amené à repousser l'action. D'autres types d'actions qui auraient été moins greenwashing, quelque part, de l'économie. En gros, c'est un récit de transition sans douleur. Parce qu'il faut bien comprendre que nous vivons dans un monde merveilleux de confort et que nous le devons à une prédation importante sur l'environnement. Le récit du développement durable, c'était on peut réduire cette prédation et la rendre pérenne. Sauf que ça s'appelle un effet de découplage et que ça a ses limites physiquement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous êtes quand même obligé, pour continuer à croître, d'intensifier ce prélèvement. C'est physiquement... vous pouvez augmenter l'efficacité énergétique d'un moteur, mais une fois qu'il approche les 100%, vous ne ferez pas mieux. J'ai une image pour expliquer aux gens en disant négocier avec le monde, c'est un peu comme négocier avec la tarte aux myrtilles dans le frigo. Que vous soyez quelqu'un de relativement raisonnable ou d'extrêmement gourmand, à la fin il n'y a plus de tarte à la myrtille. Ça prend 1 heure ou ça prend 2 jours, suivant votre discipline intérieure. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de la notion de décroissance, dans le sens où
il faudrait quelque chose d'assez radical et... Alors c'est pas forcément radical, le problème c'est de rendre désirable le modèle de décroissance. Alors l'enjeu en fait, c'est que nous allons être 9-10 milliards dans la seconde moitié du XXIe siècle, avec des ressources qui a priori seront soumises à des tensions, à cause du réchauffement climatique, à cause de l'effondrement de la biodiversité et à cause de la raréfaction d'un certain nombre de ressources minérales, énergétiques, etc. On ne peut plus aujourd'hui dire que ces 10 milliards de personnes peuvent aspirer à l'horizon de confort que nous avons en Occident. Donc la seule logique serait, ok, on décroît, on calcule l'empreinte écologique maximale que l'humanité doit avoir, on divise ça par 10 milliards, puisqu'on est dans l'ambition que chaque personne ait un droit égal à la dignité. Et dans ce cas, la conclusion s'impose. D'abord, on fait des transferts de richesses massifs vers les pays en voie de développement, notamment l'Afrique. Et on vit beaucoup plus simplement, on renonce à énormément de choses. Sauf que pour rendre ce futur désirable, on ne sait pas trop comment l'imaginer. On imagine ça comme un retour en arrière, c'est-à-dire on n'aura plus de frigo, on n'aura plus de smartphone, on n'aura plus de véhicules individuels, on essaiera de vivre. Ça a été modélisé, il y a un institut qui a fait ça par rapport aux objectifs. Je vois pas comment, en fait, si on n'a plus tout ça, on ne saura pas pour autant s'alimenter, on n'aura pas forcément les ressources même on peut vider les villes, alors on peut produire avec plus de main d'œuvre et beaucoup moins d'intrants, on peut réformer l'agriculture et vivre en Afrique. Ils ont relativement peu d'intrants, ils arrivent à nourrir un essor démographique extrêmement important depuis 30 ans, déjouant tous les pronostics. Tout simplement parce qu'ils savent quand même faire pousser des choses. Tout le monde retourne à la dans leur milieu. Voilà, le problème c'est que c'est pas... voilà, si je vous dis vous allez renoncer à tout, vous allez vivre au coin du feu, avoir froid l'hiver, voilà, renoncer à un certain nombre. La décroissance, le terme même ne fait pas envie. En revanche, vous avez un terme qui est absolument extraordinaire, qui est celui du capitalisme. Le capitalisme est une véritable religion révélée, comme le démontre de façon assez maligne Stéphane Foucard dans Collapsus. C'est une religion révélée qui accomplit ses promesses ici et maintenant. Je veux dire, le capitalisme est arrivé en Chine, tout le monde était pauvre, à l'identique. Et puis il a dit, je vais vous rendre riche, vous allez avoir une voiture, vous allez avoir un grand appartement, vous allez avoir un smartphone, vous allez pouvoir voyager à l'étranger, etc. 30 ans plus tard, c'est fait. Ah oui. Le prix à payer, il y a la pollution de l'air, il y a la bétonisation à outrance, il y a l'empoisonnement des sols, et il y a aussi le fait que pour continuer à spéculer sur le futur, il faut que les capitaux chinois s'investissent ailleurs. Donc ils bétonnent autour d'eux. Ils bétonnent l'Asie du Sud-Est, ils s'étendent vers l'Afrique. Parce qu'ils ont réalisé des économies et que la dynamique même de la croissance les amène à diffuser cet argent. Il faudrait devenir sérieux, comme dit Aurélien Barraud. Pardon? Aurélien Oui, Barraud. je vois que c'est la première partie de votre phrase que je n'ai pas entendue. Devenir sérieux. Devenir sérieux, raisonnable. Oui, mais c'est... Personne ne peut... Oui, mais comment l'étendre à tout le monde? C'est ça le problème. D'où l'idée qu'il va falloir vraiment changer, et pas changer simplement en termes de modèle économique ou en termes de modèle d'envie, d'aspiration individuelle. C'est tout un paradigme qu'il va falloir changer si on veut être autre chose que des restes d'une dynamique qui nous aura complètement échappé. J'ai pas d'idée précise de ce que c'est, mais en tout cas, si on se pose pas la question clairement et qu'on n'arrête pas notre déni général, je dirais même institutionnel, hein, je veux dire, on est tous là, et qu'on se pose pas les vrais problèmes, arrivera ce qui devra arriver, et on n'aura que nos yeux pour pleurer, tandis que si on se pose des questions, on se donne une chance de se trouver des réponses. Mais si on ne se pose pas de questions, on n'aura aucune réponse. Après 7 ans. Et si on ne se pose pas de questions, on va devoir subir les solutions que en gros la machine sociétale a déjà dans les cartons, c'est-à-dire que les investissements des grandes firmes vont porter sur le contrôle du climat, ou la géo-ingénierie, le contrôle du système Terre, et ça implique aussi du forçage génétique, puisque les plantes vont être en stress par rapport à la montée en température,
passé une certaine température, les céréales ne poussent plus, donc ça risque d'être fortement désagréable. Donc il faudra changer la nature des céréales. Les arbres s'arrêteront de capter du carbone s'il fait trop chaud, donc il faudra changer aussi la nature des forêts, peut-être génétiquement. Donc est-ce qu'on a envie d'un futur où la technologie voudrait remédier à ça, parce que c'est la pente naturelle aujourd'hui dans laquelle nous nous trouvons, ou est-ce qu'on essaye de s'emparer encore des commandes et de changer ces trajectoires-là en disant, bon, ben, on aimerait bien développer d'autres types de solutions. Et je vais compléter avec une idée qui est un peu effrayante, mais qu'il faut aussi regarder en face, c'est que tout ça ne se passera pas sans désordre, et que ce sera une forme de contrôle social nécessaire pour mettre en place. Et on voit déjà le crédit social se mettre en place en Chine, qui est un immense laboratoire de comment changer une situation sans changer les structures de pouvoir et de domination. Et voilà quoi. Donc, on est tous concernés en tant qu'individus, en tant que membres d'une société humaine. Donc, encore une fois, je ne porte pas de réponse ni politique, mais le sujet est intensément politique, forcément. Il faut poser la question et voir les réponses qui peuvent être amenées de droite et de gauche. D'ailleurs, je pense qu'en ce moment, les gens, enfin on a une semaine des élections municipales, les gens se posent intensément des questions, ils n'ont pas besoin du livre pour sentir que ça sent un petit peu le grillé. Enfin, c'est peut-être les fumées d'Amazonie ou de Californie, non, Australie, Russie, bon, enfin bon, ou l'atout. Ou l'atout qui arrive, enfin, on voit que notre système qui est hyper performant est aussi hyper fragile parce que hyper spécialisé et hyper connecté. Et que le moindre grain de sable qui rentre là-dedans, tout à coup, tout le monde touche. Justement, on a pas mal entendu à la télévision que les méthodes de lutte contre le coronavirus, c'était finalement encore des méthodes médiévales. C'était le confinement et, et se laver les mains. C'est efficace pour ralentir la diffusion. C'est aussi efficace pour asseoir le contrôle social. C'est-à-dire que si la Chine a pris tout de suite ce type de décision, c'est aussi pour faire oublier l'humiliation subie à Hong Kong et pour permettre aussi, parce qu'on a l'image de la Chine comme d'un endroit où il y a un gars en haut qui s'appelle Xi Jinping qui tape du poing sur la table et puis il y a 1,4 milliard de gars dessous qui lui obéissent. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des échelles de pouvoir, il y a des jeux, il y a de l'indépendance, de l'articulation, etc. L'essentiel, c'est de ne pas perdre la face dans cet édifice. Voilà. C'est pourquoi les Chinois peuvent très bien arriver à produire plus tout en polluant moins. C'est très simple. Le parti envoie la commission de contrôle pour la pollution de l'air, on arrête les usines, ils vérifient, tout va bien, il n'y a pas d'émissions. Et puis ils s'en vont, on relance les usines. 10 jours plus tard, c'est la délégation pour le contrôle de la production locale. Ça tourne à plein, on fournit. Les chiffres sont bons. Les chiffres sont bons. On a tout un article sur la Chine et les aspects moins connus, on va dire, de la Chine et de son organisation. On voit qu'il se débat avec des problèmes qui sont à la taille de la Chine, quoi. Ouais. Et c'est pas si facile, même pour... Pour donner une petite idée, donc un chiffre donné par Jean-François Huchet, la Chine coule autant de béton en 3 ans que les États-Unis au cours du XXe siècle. Quand je disais bétonisation, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, la Chine coule 60% du béton dans le monde. Et un tiers de ce béton, d'après Jean-François Huchet, serait inutile. 20% à un tiers. Tout simplement parce que ça résulte d'une mise en concurrence des provinces dans la production. Sur un héritage maoïste structurel. Il fallait que chaque province soit autonome en production, donc ils sont en situation de surproduction avec des objectifs complètement fous. Donc il y a aussi une concurrence exacerbée, comme dans un système libéral en fait, quelque sorte. Pas de coopération forcément aussi claire qu'on pourrait croire. Vous avez parlé de la collaboration aussi d'un psychiatre. Alors quel était son thème, son sujet? Alors, quand c'est Roland Gori, et c'est moi qui ai tenu à ce qu'il rentre dans notre écurie d'auteurs, on va dire, parce que pendant très longtemps, je me suis posé la question de pourquoi les chefs de l'organisation que vous voulez ne faisaient rien, et j'avais vraiment une difficulté à répondre à cette question. Et Roland Gori fournit une idée, c'est une idée, hein, que en fait les imposteurs sont rois en ce moment, puisque en quelque sorte on leur demande des choses impossibles à tenir, donc ne peuvent tenir la position que des gens qui ont une structure mentale, on va dire, pour être gentil avec eux, qui permet de nier la réalité comme elle est et de dire, de lancer des messages. Alors vous mettrez le nom que vous voulez derrière cette description, mais
décrire une réalité qui n'a rien à... Enfin, avoir un discours qui n'a rien à voir avec la réalité, mais qui est le discours qu'on a envie d'entendre. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc il reprend les idées de son livre des apostles. Exactement. Exactement. Mais appliqué dans cette hypothèse, cette démonstration, enfin bon, vous verrez, vous y mettrez le terme que vous souhaitez. Et d'ailleurs, quand on a discuté ensemble tous les deux, je lui ai dit évidemment, on collabore. Bon. L'intuition était partagée en tout cas. Oui, on parlait d'histoire globale et de très long terme en début de rencontre. Si on se projette au-delà des faillites systémiques qui sont certainement attendues dans un assez court terme, est-ce qu'on peut adopter une focale aussi longue que celle qui a vu s'effondrer les Amérindiens et ainsi de suite, ou plein de civilisations, alors, à la fois un peu pour se rassurer, parce que c'est vrai que du point de vue anthropologique, on peut s'interroger sur la masse critique du nombre d'humains qu'il faudra pour relancer le système, et est-ce qu'il n'y aura pas toujours un écosystème caché dans une zone en dégel ou ailleurs pour entretenir quelques chances de survie. Et par ailleurs, un géocroiseur, il y a 66 millions d'années, 65, a décimé la planète, et quand même la vie est repartie. Et d'après ma connaissance, on a plusieurs cycles de 66 millions d'années avant que la planète... Oui, c'est pas 66 millions d'années. En fait, les 5 extinctions sont assez irrégulières. Elles sont généralement liées à des grandes éruptions volcaniques, et le géocroiseur est probablement entré en conjonction avec une éruption volcanique, celle des Trappes en Inde. Bon, voilà, le vivant s'est régénéré en tout cas. Le vivant s'est toujours régénéré, mais jusqu'à nous. Voilà. Imaginons que l'humanité ne survive pas à la crise qu'elle provoque, ce qui est un scénario extrême. Hein. Personnellement, je n'y crois pas parce qu'on est les animaux les plus capables d'adaptation sur Terre, voire le plus capable puisqu'on envahit tous les milieux, littéralement. Nous avons des désaccords quand même. Hein. Oui, voilà. Mais imaginons que nous disparaissions. Les biologistes ont calculé qu'en 3 à 5 millions d'années, le vivant repartirait sur d'autres trajectoires et se régénérerait. Il ne resterait plus de traces, à part peut-être quelques matériaux radioactifs, et encore, j'en doute. Donc voilà, dans 5 millions d'années, il ne restera peut-être aucune trace de nous. Nous sommes une espèce... Quelques présidents, mon Rochemort peut-être. Ouais, mais il faudra quand même un regard pour lire le monde. Je sais pas. Faut se discuter. Mais l'histoire, en fait, l'histoire globale porte sur l'histoire de l'humanité. Pour faire une histoire géologique, plus axée dans la géologie, on a ce qu'on appelle la Big History aux États-Unis, que je ne pratique pas. En revanche, du point de vue de l'espèce. Du point de vue de l'espèce, alors nous sommes une espèce unique dans la mesure où notre capacité à nous organiser, à faire de la culture, à avoir un cortex, un morceau de cerveau supplémentaire qui sert qu'à faire du sens, nous a permis de développer le langage, les institutions, les religions, les librairies, que sais-je encore. Voilà. Les centrales nucléaires, oui, les centrales nucléaires. Atomiques, les démagogues. Et nous a donné un pouvoir très fort sur le monde qui nous a permis de lever les limites écologiques du monde. C'est ce que j'explique dans Cataclysme. À 2 reprises, nous nous sommes heurtés à des cliquets malthusiens. Je vous ai dit 5 millions de chasseurs-cueilleurs. Une fois qu'on est devenu agriculteur, on a pu devenir 1 milliard. Ça, on y arrivait au début du 19e siècle, vers 1805 à peu près. Et à partir de là, on a levé à nouveau ce cliquet malthusien en faisant ce qu'on appelle la révolution industrielle, ou plus exactement la révolution énergétique, en captant l'énergie fossile de millions d'années de sédimentation du vivant, et en le brûlant d'un seul coup, on a pris des millions d'années de soleil sur la Terre, condensé dans de l'huile végétale, et boum, enfin dans de l'huile ou de la pierre végétale, et boum, et on est devenu ivre de cette énergie à tel point qu'on n'imagine pas ce que pouvait être la vie avant cette énergie. Rappelez-vous, il y a 3 siècles, il faisait très froid sur Terre. Le XVIIe siècle, un des moments les plus froids de l'histoire humaine. Les gens ont faim parce qu'il y a eu une éruption volcanique qui a fait des effets aérosols sur l'atmosphère. Les températures sont tombées de 1 degré. Pendant 10 ans, on ne récolte quasiment plus rien en Turquie et en Russie. Et ces empires-là se dépeuplent et vacillent. À cette époque-là, les gens voient mourir de l'ordre de 2 à 3 enfants sur 4. Quand vous étiez petit, vous avez vu mourir vos frères et sœurs. Vous avez eu la chance d'atteindre vos 20 ans. À ce moment-là, votre mère est morte, de multiples couches. Voilà. Les femmes vivaient moins longtemps que les hommes à l'époque, puisqu'elles étaient sujettes à l'accouchement et surtout aux complications de cet accouchement.
si vous n'étiez pas privilégié, vous aviez de grands risques de mourir à 50, 55 ans. Si vous étiez privilégié, vous pouvez vivre aussi vieux qu'aujourd'hui, à condition de pouvoir capter les ressources pour ça. Donc voilà, ce monde-là, on l'a oublié, parce qu'aujourd'hui on est tout puissant grâce à cette énergie-là. On peut se déplacer. À l'époque, rares étaient ceux qui pouvaient aller en Chine, il fallait être marin. Souvent, c'était pas une condition de rêve. Bonsoir Clément. Voilà, donc... Non, il faut continuer avec le pétrole. Non, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, les feedbacks négatifs, l'espèce semble en avoir besoin pour adapter son comportement. Donc il est probable qu'un certain nombre de souffrances nécessaires, enfin nécessaires peut-être pas, mais en tout cas... on peut mieux gérer cette énergie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on en a à foison et qu'on la gaspille. Donc on peut mieux la gérer dans une perspective plus égalitaire et susceptible d'accompagner des mutations sociétales. Encore faut-il définir quelles sont les mutations sociétales souhaitables. Ce qui est certain, c'est qu'on n'arrive pas à transitionner d'énergie. On en consomme toujours plus chaque année, au grand désespoir des experts qui avaient prédit qu'on ne dépasserait pas le cap des 100 millions de barils par jour. Eh ben, on y est largement. Voilà, et on continue à dépenser toujours plus d'énergie. Votre question pose une chose très très importante quand on aborde ce sujet, c'est de définir la question. On va parler d'effondrement. L'effondrement, d'abord, il faut comprendre que c'est deux choses à la fois, c'est polysémique. C'est à la fois un processus, c'est quelque chose qui se déploie, donc de quoi on parle, de quel processus, combien de temps, où, comment, etc. Et c'est un résultat. Une chose, un mur effondré, il s'effondre d'une certaine façon, à droite ou à gauche, pour vous c'est important si vous êtes à côté, et une fois qu'il est tombé, vous avez un résultat. Il faut définir aussi ce résultat. Si on parle d'extinction d'espèces, je crois qu'on a assez de plutonium monté sur des ogives nucléaires pour faire des choses assez rigolotes. Ça fait déjà un moment que la question de l'extinction de l'espèce est posée. Je veux dire, ça c'est pas nouveau. Donc c'est un scénario. Voilà. Je suis incapable de donner sa probabilité, je pense que personne n'en a foutu en fait. On peut en trouver d'autres. Et on peut aussi définir l'effondrement comme, je sais pas, la fin du système bancaire financiarisé international sans régulation. Voilà. Bon, ça peut être pour certains un effondrement, avec pas mal de pertes pour certains individus, certaines institutions. Donc définissons déjà le processus et définissons comment ce processus se déroule. Et là, on commence à avoir des hypothèses sur lesquelles on peut commencer à vraiment travailler et à dire, bon, on veut pas ça, on peut faire ça. On veut bien ça, on peut faire ça. Vous voyez, donc si on ne pose pas déjà ça de base dans le débat, on a une difficulté majeure, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. Donc c'est pour ça que par exemple on a mis en opposition, mais dialectique, hein, pas pour faire une polémique, Hugo Bardi qui nous parle de la falaise de Sénèque, en partant d'une lettre fameuse où Sénèque dit la fortune se construit lentement mais la ruine arrive rapidement. Regardez un arbre, il met des dizaines d'années à grandir, vous passez par là avec une hache ou une tronçonneuse, 10 minutes par terre, l'arbre est par terre. Ça va pareil pour beaucoup de choses. Okay, donc c'est une théorie, plus le système est complexe et plus il s'effondre, c'est un chimiste, hein, donc il parle de système physique, on voit ça, des phases de transition, des singularités, donc il est très difficile de voir au-delà. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de répondre à des questions comme la vôtre, parce que qu'est-ce qu'il y a au-delà d'une singularité? On ne peut pas tracer une tendance, puisque la singularité vient, toutes les tendances viennent s'exploser sur cette singularité. Donc ça c'est très difficile. Et puis on a mis Philippe Biwix qui est un ingénieur, donc qui a une vue plus quantifiée, on va dire, de la réalité, et qui nous dit les choses pourraient être un déclin, parce que du gaspillage, comme dit Laurent, il y en a plein. On s'habitue aussi au pire. Je vais vous donner une anecdote. Moi mon grand-père, je viens de la région de Saint-Malo, et mon grand-père me parlait des échouages de margades, donc les petites sèches, à tel point qu'on venait avec sa brouette, une pelle, on chargeait la brouette et on venait mettre ça dans ses champs pour faire de l'amendement de l'engrais dans le champ. Je le regardais avec des yeux comme ça, c'était mon grand-père, je le croyais. Et bien aujourd'hui, je raconte à mes propres enfants qu'autrefois sur la plage, il y avait du goémon. Ils me regardent avec les mêmes yeux. Bon, vous voyez l'évolution. Donc Philippe Biwix dit, là, ce changement de vision fait qu'on peut s'habituer à du mieux, c'est ce qu'on a fait, et c'est ce que Laurent raconte en disant que voilà, on est dans un feu de paille, et ça nous semble la chose la plus normale du monde, alors que 7 millions d'années sont passées à courir dans la savane et à essayer d'échapper aux régulations naturelles, hein, le froid, la maladie, les prédateurs et autres joyeusetés. Et aujourd'hui on a oublié tout ça et ça nous va bien, et à l'avenir, si les choses sont décrues, de génération en génération, on oubliera peut-être d'où on est passé, quoi. Est-ce que c'est un effondrement?
il y a un auteur que j'adore, qui est Joseph Tenter, qui conclut son ouvrage sur l'effondrement des sociétés complexes et qui dit, pour l'universitaire qui étudie l'histoire, l'effondrement c'est effroyable parce qu'il se demande ce qui serait devenu dans une société effondrée. Pour le paysan qui payait les taxes pour payer entre autres des universitaires, pour lui c'est une libération. Vous voyez ? Donc il faut vraiment poser le problème et poser des hypothèses et ensuite travailler sur ces hypothèses. Parce que si je jette la bombe, le mot effondrement comme ça au milieu d'entre nous, chacun va... Je sais pas, il y a peut-être des fans de Mad Max qui vont voir des choses en se disant peut-être super, je vais pouvoir enfin libérer mes pulsions les plus terribles. D'autres qui vont se dire ah, on va pouvoir faire des ateliers macramés en communauté en fumant des herbes bizarres. Chacun a sa vision de la chose et on va pas pouvoir s'entendre. Vous voyez? Non mais c'est très très important. Donc il faut qu'on commence déjà par poser bien le problème pour y trouver des réponses. Enfin, à mon avis. Et on essaye de cerner le problème, pas forcément de bien le poser, ou, enfin de le cerner, de lui montrer tous ces aspects de façon à ce que... Moi ce qui m'énervait le plus, depuis longtemps, c'était cet aspect, on prend une facette des choses, et voilà, le problème est expliqué. Non, on parle d'un problème systémique, un système a bien des aspects, et les choses sont tellement englobées, tellement complexes qu'on a des difficultés. Pour doucher un peu les espoirs de l'histoire, parce qu'on a souvent dit oui, bon, les empires, ça va, ça vient, ça... Il faut se rappeler qu'après la fin de l'empire capitaliste thermo-industriel mondial, on laissera des océans sans poissons, remplis de plastique, un climat qui est déréglé pour des milliers d'années, hein, le CO2 ne va pas disparaître d'un claquement de doigts, une planète transformée avec un système vivant qui devra comme il peut s'adapter parce qu'il n'a pas de plan, il n'y a pas un laboratoire R&D de la mère nature pour dire bah, vous inquiétez pas, les zones libérées, des zones froides, on a toutes les plantes qui vont bien et hop on va replanter tout ça, et les humains n'ont pas plus de plans pour le futur, ceux qui en ont, je demande à bien me les faire expliquer avant qu'on les mette en application. Donc ça change de la fin des Aztèques, des Romains, des Mayas, ou de je ne sais quelle dynastie, quelque part. Voilà, c'est juste un point fondamental, c'est que nous sommes les artisans de ce qui pourrait être notre chute. D'accord, mais je voudrais bien savoir, puisque là vous critiquez fondamentalement le capitalisme, qui est la faute de tout cela. Mais est-ce que vous le croyez capable de, par exemple, prendre en main cette pandémie qui nous guette actuellement, du coronavirus? Parce que j'ai l'impression quand même que les recherches vont tripler, quadrupler, etc. Et bon, on va peut-être arriver à remédier à cette, tout au moins l'arrêter. Oui. Mais peut-être après, est-ce qu'on va tirer les leçons aussi pour le climat? Alors, la question est à tiroir. Moi en tout cas, je ne rends pas le capitalisme responsable de ça. C'est une modalité d'organisation qui rend notre société extrêmement efficace, qui a muté. Il y a des capitalismes très différents dans l'histoire. La dernière forme que nous avons aujourd'hui, c'est un capitalisme spéculatif qui repose sur la puissance des marchés boursiers et démultiplie le pouvoir de l'argent. Le capitalisme, quelque part, il est né dès qu'on a inventé l'argent, mais c'était il y a 2500 ans avec les grandes religions, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et après, il a connu des moments d'augmentation, quand on a appris à le concentrer, quand on a appris à faire des sociétés anonymes. Toutes ces étapes-là, elles sont connues. Mais ce n'est pas la faute du capitalisme si nous en sommes arrivés là. C'était un mode d'organisation efficace des sociétés qui a permis à une société, par hasard, de dominer le reste du monde et de s'imposer comme étant l'alpha et l'oméga de la réussite. Et aujourd'hui, finalement, il n'y a plus tellement d'autres ontologies au monde, c'est-à-dire de façons d'être au monde, que celle-là, que de gagner de l'argent. Le capitalisme a effacé les autres options. Bon, alors mettons le mot spéculatif derrière, est-ce qu'il va quand même arriver à... Il va prospérer sur le virus, je vais vous dire. Oui. Un fidèle lecteur de Naomi Klein, c'est le capitalisme du désastre, il rebondit sur les chocs qu'il crée. Il y a un choc boursier en ce moment parce que tout est interconnecté, parce qu'on spécule sur le ralentissement de l'économie, etc. Mais ça va permettre de repartir de plus belle. La Chine a arrêté son économie, elle a ralenti sa pollution, mais elle prévoit toujours ses 5% de croissance par an. Le monstre a besoin de manger. Et donc elle va attendre que ça passe 3 mois, 4 mois. Et puis là, on va mettre les bouchées doubles. On va rattraper. Voilà, vous en faites pas, la pollution elle va revenir. Enfin, non, pardon, la croissance va revenir. Oups. Mais bon, l'un est le sous-produit de l'autre.
Voilà. C'est cette logique-là qu'il faut vider de tout sens. Tant qu'un responsable politique dira « mauvaise nouvelle, la bourse est en berne », au lieu de dire « bonne nouvelle, le climat se remet », on sera mal. Il y aura un indice que les priorités ne sont pas forcément les bonnes. Voilà. Je peux essayer de revenir à poser le débat, mais de façon vraiment au niveau thermodynamique le plus simple possible. Peu importe la modalité de transformation du monde. Pour faire une transformation du monde, vous avez besoin d'énergie. C'est la définition même de la capacité de la matière à se transformer. Hein. Sans énergie, vous ne changez rien. Donc l'économie, la corrélation entre la croissance du PIB et la consommation d'énergie est quasi à 1, c'est-à-dire que c'est quasiment la même chose. C'est clair, pour changer quelque chose, regardez, pour faire cette librairie, il a fallu dépenser de l'énergie, il a fallu construire des étagères, il a fallu imprimer des livres, il a fallu venir ici en moyen de transport. Vous ne faites rien sans énergie. Pourtant, ici, on n'est pas dans une centrale thermonucléaire, hein, on est dans une librairie. Mais sans énergie, vous ne faites rien. Donc on peut imaginer simplifier le système à l'extrême, et donc vous avez besoin, pour avoir cette croissance infinie qu'appelle le paradigme de la croissance, vous avez besoin d'une source d'énergie infinie, puisqu'à un moment il faudra une croissance infinie. Ok, imaginons un moyen magique de créer cette énergie infinie. Très bien, nous obtenons donc maintenant le moyen de transformer de façon infinie notre planète. Je ne sais pas déjà si c'est très souhaitable en soi, mais on va donc par un processus de transformation créer une quantité infinie de déchets. Ça c'est un peu gênant parce que si vous savez nager, ça va être compliqué de vivre dans une quantité infinie de déchets. Bon, imaginons un autre moyen infini de transformer ces déchets en quelque chose d'autre, ou de les envoyer dans l'espace, ou j'en sais rien, dans une autre dimension. C'est magique, on n'a pas cette production infinie de déchets. Le problème est résolu, non? Eh bien non, parce que les lois de la physique nous disent qu'on va transformer notre monde en complexité. D'où l'hypothèse du transhumanisme, c'est qu'on va créer une complexité qui nous dépasse. 7 millions d'années à vivre plus ou moins dans la savane, enfin, tu me corrigeras, mais dans les détails, allez, on y va à la hache. On va dire ça. On y va à la hache, et tout à coup, on se retrouve plongé dans un monde où pour venir par le chemin le plus court, il me faut un téléphone portable, parce que maintenant, il y a trop de complexité entre mon point de départ et mon point d'arrivée pour voyager dans Paris. Les aborigènes s'orientaient à l'oreille, au chant des insectes, dans le désert, pour reconnaître. Voilà. Ils avaient leur GPS à eux. Donc, le capitalisme est un mode de transformation de l'univers que nous avons décidé, mais la question reste, pourquoi faire? Vous voyez, c'est vraiment une question de base auquel ma vision du capitalisme est assez simple. On doit boire 1,5 litre d'eau, voilà. Donc j'aime bien l'eau. Par contre, si on me met au milieu de l'Atlantique et on me dit rentre à la nage, je vais moins aimer l'eau. Je crois que là, on est arrivé à un moment où peut-être il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait, parce que creuser toujours le même sillon, apparemment, ne donne pas les résultats escomptés. Mais je vais aussi prolonger un peu votre question, c'est-à-dire qu'au-delà des limites physiques, il y a les limites que les sociétés se donnent par leur programmation. Il va falloir faire avec le capitalisme parce qu'il existe et qu'il a un pouvoir transformateur formidable. Il est à la fois le problème et à la fois la solution. Mais il va falloir le cadrer, si possible, avec les États. Il y a des théories en histoire globale, j'adore un historien japonais qui s'appelle Kojin Karatani, qui a structuré en fait 3 forces agissantes sur la planète qui rejoignent un peu une théorie que j'avais développée, qui est celle des 3 M. Depuis 2500 ans, nos sociétés sont animées par des marchands, des militaires et des missionnaires. Il y a 2500 ans sont apparus simultanément les grandes religions, l'argent et les grands empires universels. Et depuis, nous n'avons fait que tester des agencements de ces 3 niveaux d'organisation sociale. Et c'est les tensions entre ces niveaux d'organisation sociale qui font la dynamique des sociétés. Aujourd'hui, on a des sociétés, ici chez nous, dominées par le marchand, qui impose sa volonté à l'État militaire, détenteur de la violence, et aux missionnaires, à la religion. Vous avez un autre arrangement en Chine où c'est l'État, c'est-à-dire le militaire, qui impose aux marchands et aux missionnaires sa vision des choses. Et en Arabie Saoudite, vous avez une 3e version, pour schématiser, qui est le missionnaire, le religieux, qui dicte sa loi aux 2 autres. Et on peut faire ainsi beaucoup de combinaisons, parce que ce ne sont jamais que des idéotypes, avec une hiérarchie qui n'est jamais aussi formidablement marquée. C'est simplement une façon d'organiser la société, avec des dogmes, des croyances, qui lui donnent toute sa force. Et ce n'est pas anodin, c'est-à-dire c'est parce que vous croyez en une société anonyme,
que ça existe, que c'est une personne morale, qu'elle a des intérêts, etc., que vous lui donnez énormément de puissance. Qui va vous rembourser un jour. Voilà. Mais ce sont des constructions. On a fait des récits pour expliquer pourquoi ça existait. Mais si d'un seul coup, tout le monde décidait que Google n'existe plus, bah, vous arrêtez d'appuyer sur Google sur votre écran. Jacques, son téléphone. Il n'y a plus de Google. voilà. C'est une construction commune. Mais elle s'impose à nous parce qu'elle semble animée d'une volonté propre. Je peux... vous avez parlé à 2 ou 3 reprises de... Je ne sais plus comment vous appelez ça, technologie, climato-technologie. Ah, géo-ingénierie. Géo-ingénierie, Oui. voilà, excusez-moi. Ouais, la géo-ingénierie, il y a beaucoup de gens, un certain nombre de gens qui croient en ça, qui s'imaginent que l'homme, avec sa technologie, va trouver des solutions grâce aux technologies. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui sont testées, justement, et qu'est-ce qu'on peut en craindre? Est-ce qu'on peut en attendre et qu'est-ce qu'on peut en craindre? Parce que je pense que... Alors sur les craintes, on a un article d'Emmanuel Wallenhorst qui exprime son scepticisme sur ces technologies. Elles existent depuis maintenant plus d'un demi-siècle. On a commencé par des projets dans les années 1950, par exemple élargir le canal du Panama avec des bombes atomiques. Ou souffler, c'était les projets parce qu'on avait découvert l'énergie atomique, voilà, on se disait, voilà. Et on imaginait aussi de pouvoir souffler les cyclones. On lâchait une bombe au milieu du cyclone et ça l'aurait soufflé comme une bougie. Bon, ça c'est des projets, heureusement qu'on n'a jamais mis en œuvre, mais qui ont été financiarisés. C'est-à-dire ils ont été posés sur la table et on a commencé à les financer en se disant tiens on va tester. Puis on a arrêté à un moment ou à un autre parce que la conjoncture n'était pas favorable. Dans les années 1970, pendant la guerre du Vietnam, les Américains se sont imaginés pouvoir changer le climat au-dessus du Vietnam pour paralyser en fait l'acheminement d'armes par la piste Ho Chi Minh. Ils n'arrivaient pas à balancer assez de boys dessus. Donc ils ont changé le climat, mais ça ne réagissait pas de la façon qu'ils avaient estimé que ça pouvait se passer. C'est raconté dans Les Apprentis sorciers du climat, notamment de Clyde Hamilton. Et puis on a un peu renoncé à ces technologies, mais en ce moment elles reviennent sur le devant de la scène. Simplement, ne serait-ce que dans les rapports du GIEC en sous-main, vous avez des allusions dans les derniers pré-rapports, à des nécessités de captation carbone à grand niveau. Ça, c'est déjà de la géo-ingénierie. Comment capter du carbone qu'on a déjà émis? Les Chinois eux-mêmes changent le climat sur certains endroits, par exemple pour faire baisser la pollution, ou pour faire verdir le désert, parce qu'il envoie beaucoup de vent de sable vers les villes. On balance des substances dans les nuages, on les ensemence littéralement, selon le terme convenu, et cela précipite l'eau vers le sol. Donc on peut faire pleuvoir, on peut modifier localement le climat, ça va poser, et on va le faire, les Américains s'y préparent, les Chinois commencent, les Indiens commencent, et ça va poser des problèmes géopolitiques parce qu'il y a des grandes puissances qui pourront le faire et ça aura des conséquences sur les voisins, voire sur le monde entier, mais ce sera un moyen, dans l'esprit des décideurs probablement, de pallier les problèmes du réchauffement climatique qui est littéralement en train de s'emballer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on espère, on sait que le réchauffement est en cours, on peut assez bien calculer avec l'inertie des gaz à effet de serre et l'inertie des sociétés le début de cette trajectoire sur les 3 prochaines décennies, donc c'est un scoop, hein. Nous allons passer le cap des 1,5 degré dans la décennie qui vient. C'est écrit. C'est écrit dans les émissions que nous envoyons en ce moment-là, en ce moment précis. Nous atteindrons les 2 degrés dans la décennie 2040-2050. Et à partir de là, tout ce que dit le GIEC, c'est surtout, on ne bouge plus des 2 degrés, on stabilise avant. C'est pourquoi on a des engagements de plus en plus forts des États de réduire leurs émissions. Mais pour l'instant, ces engagements ne sont pas suivis d'effet. Et dans les trajectoires du GIEC, il y a 4 grands type de scénario. Pour l'instant, les trajectoires du GIEC se sont révélées systématiquement collées au scénario des émissions les plus élevées, voire avoir des effets de rétroaction qu'on n'avait pas prévus. Récemment, on a découvert que avec la chaleur, les nuages sont montés et ont changé l'effet de serre, littéralement, augmentant de 16% les impacts climatiques sur l'ensemble des scénarios, ce qui veut dire que les scénarios les plus extrêmes sont encore plus affectés. Donc nous sommes sur des trajectoires extrêmement inquiétantes et la tentation va être grande d'utiliser
le savoir technologique que l'on a pour littéralement changer, faire de la captation carbone, par exemple, en essayant de multiplier le phytoplancton alors même qu'on le détruit abondamment en ce moment pour qu'il capte du carbone, en essayant de changer la composition des nuages, etc. Il y a plein de projets qui n'attendent que d'être financés. Or, on a besoin de choses à financer, donc on va le financer. En plus, mais ça va entraîner des problèmes. Ah ben, le gros problème de la géo-ingénierie, en fait, c'est que quand vous commencez à contrôler, vous pouvez alléger un peu la pression, mais vous êtes obligé sans arrêt de surenchérir sur le contrôle, de mettre toujours plus d'aérosols, de faire décoller des avions, par exemple, pour ensemencer les nuages, etc. Et au bout d'un moment, si vous n'avez plus l'infrastructure qui suit, et que vous arrêtez votre entretien de la géo-ingénierie, eh ben ça fait un effet rebond et là le climat commence à jouer au yo-yo, on rentre dans une période de chaos. C'est un scénario potentiel, mais c'est aussi pour ça que les citoyens doivent s'informer d'ores et déjà de ces scénarios-là, pour savoir s'ils ont envie de rentrer dans ce type de solution, s'ils estiment que ça ne peut être que provisoire, ou si on est vraiment en mesure technologiquement de contrôler le climat. Moi, je suis convaincu qu'à terme, c'est une mauvaise solution. Mais il y a des gens qui sont convaincus que ça peut être un moyen. C'est surtout qu'il y a aussi des choses qu'on n'a pas prévues qui vont se déclencher, en fait. Oui, c'est ça. On ne sait pas à partir de quel degré. D'une part, Total a, au niveau industriel, plusieurs sites de taille industrielle, donc on n'est plus dans des expériences de labo, d'enfouissement du CO2, en disant, techniquement on sait le faire, il n'y a pas de problème, hein, extraire un gaz, réinjecter un gaz, on fait ça depuis qu'il y a du pétrole. Notre difficulté, c'est le prix, la rentabilité de l'opération, donc il va falloir qu'on organise un marché. Qui dit marché dit qu'il y a quelqu'un qui paye, quoi. Donc vous voyez, ça va organiser une situation avec des rentes, avec des gens qui ont intérêt à ce que ça perdure. Et donc après, c'est tout le problème d'attaquer les causes et pas les conséquences et pas les causes. C'est que quand vous avez installé une structure de gens qui... une structure humaine de gens qui vivent du traitement de la conséquence, il n'y a aucune raison pour s'attaquer aux causes profondes. Vous voyez ? Et là, rappelez-vous, on est dans un système qui consomme ressources et qui, pour ne pas payer les conséquences de sa consommation de ressources, va consommer d'autres ressources. Il y a un effet ciseau à un moment, et là, la facture risque d'être encore plus salée. C'est comme si je mettais tout le bazar derrière la porte, là, puis un jour, j'oublie de fermer la porte, quoi, et tout risque de revenir en retour. Donc c'est une vraie problématique, et ça nous concerne tous en tant qu'individus, parce que pour avoir un marché carbone, il faut des taxes carbone, et les taxes carbone, je suis désolé de vous le dire, mais je crois que c'est nous qui allons les payer. Donc quitte à payer quelque chose, peut-être j'aimerais payer quelque chose qui soit une solution plus pérenne, en tout cas qui attaque les causes. Voilà. Laurent, tu parlais des solutions des géo-ingénieurs qui consistent par exemple à mettre des aérosols dans l'atmosphère. J'ai vu qu'il y a aussi des miroirs qui pourraient être balancés dans l'atmosphère pour contrer les rayons. Mais il y a aussi des solutions qui sont avancées qui peuvent être, je pense, aussi ridicules, qui consistent par exemple à planter des arbres massivement pour emmagasiner plus de CO2. C'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui sur le marché carbone, c'est-à-dire qu'on achète des terres arables pour mettre des sylviculture. En fait, moi j'appelle pas ça des forêts parce qu'une forêt c'est un ensemble systémique avec des interactions entre les êtres vivants dedans quand on plante que la même espèce à perte de vue. Surtout, on voit bien avec l'Australie que c'est catastrophique quand le réchauffement est vraiment enclenché. Les Australiens, pas de problème, hein, c'était les meilleurs pompiers au monde. Et à partir d'un moment de sécheresse, quel que soit l'entretien du milieu, ils ont eu des forêts qui étaient entretenues selon les méthodes aborigènes pour le brûler régulier, ils ont eu des forêts qui étaient à l'abandon, ils ont eu des... Voilà. Mais une fois que le méga feu se déclenche parce que les conditions sont là, on ne sait pas l'arrêter. Donc ça c'est une leçon. Donc en très gros, il y a un autre aspect de la géo-ingénierie qui est le forçage génétique, c'est-à-dire que si on veut que les arbres captent du carbone, ce qui est à ce jour la meilleure solution, hein, c'est l'océan d'abord. Les arbres après, mais bon, l'océan on ne peut pas trop agir dessus à part cesser de l'acidifier. Voilà. Mais pour planter des arbres qui captent du carbone alors même que la chaleur augmente, il va falloir les modifier génétiquement. C'est ce qu'on appelle le forçage génétique, qui consiste à changer la nature génétique d'un certain nombre d'êtres
pour, sans réelle planification. Il y a un exemple de forçage génétique qui est à l'étude, c'est, vous savez tous qu'une pomme, quand vous la coupez, ça jaunit, ça noircit. C'est très désagréable quand vous la coupez, que vous la mettez sous plastique et que vous attendez qu'elle reste 48 heures ou 72 heures en état dans le supermarché. Et donc, puisque ça ne sert à rien, alors c'est une défense de la pomme contre les insectes. Un insecte rentre dans la pomme et ça lui permet de créer une défense. Voilà. Mais si on imagine qu'on contrôle tout, qu'on s'arrange pour que les insectes n'arrivent pas dans la pomme, ça ne sert à rien. Donc on peut l'enlever, ce gène-là de la pomme, c'est assez facile à faire. Donc on a imaginé de faire en sorte d'enlever par forçage génétique cette particularité. On le mettrait sur certains pommiers et ça se diffuserait par voie de fertilisation à toutes les pommes de la planète. Donc on n'a plus besoin d'insectes. Il y a une start-up américaine qui s'emploie à vulgariser. Donc la condition c'est qu'il n'y ait pas d'insectes, donc si vous n'avez plus d'insectes, vous n'avez plus d'oiseaux. Vous voyez, l'effet boule de neige. Empêcher, en effet, Et quand il s'agit que de gagner un peu d'argent sur des pommes, on imagine quand il s'agira de la survie de l'humanité par rapport à un réchauffement climatique, si celui-ci continue à s'aggraver. On peut parler des poulets qui grossissent en quelques mois. Enfin bon, on sait faire tout ça. Les effets sont imprévisibles. Les effets sont imprévisibles. Alors, pour l'instant, pour être... voilà. En général, quand on fait ce genre de conférence, tout le monde demande, y a-t-il des solutions et est-ce inéluctable? Non, ce n'est pas inéluctable. Et oui, il y a sûrement des solutions, mais il faudrait commencer à les trouver en prenant acte du réel. Donc, ce type de livre est là pour commencer à prendre la mesure des problèmes et essayer de susciter des réactions et des études pluridisciplinaires pour essayer de trouver des solutions viables. On commence à écrire aujourd'hui des livres de solutions. Ce que je disais, malheureusement, alors j'en ai lu un en anglais qui va être traduit très prochainement, où en gros les auteurs posent deux types de scénarios, un scénario du pire et un scénario de solution, qu'ils estiment tenir la route. Alors je suis désolé, c'est peut-être mon esprit tordu, mais autant le scénario du pire me semble crédible, autant le scénario de solution, j'y vois plein d'objections dans la réalisation. Mais c'est un premier pas vers un ensemble de solutions structurelles qu'il va falloir porter, il va falloir se mobiliser. Ça commence, il y a déjà des solutions qui sont à l'œuvre, c'est au niveau local et au niveau interlocal, c'est-à-dire les réseaux de permaculture, ce que l'on pourrait faire, on sait le faire déjà, il y a énormément d'expérience, il y a une richesse très très forte là-dessus, de préparation des territoires à la résilience. Ça se fait, il faut multiplier ce type d'expérience et surtout trouver le moyen de les rendre systémiques et de remonter ça dans des politiques planifiées aussi par les États, par les firmes, voilà. Mais il y a sûrement moyen de partir de l'existant et de faire système avec ça. Après, cela implique aussi une révolution dans nos têtes, dans notre façon d'être au monde, etc. Et ça, il y a aussi une responsabilité de notre part de trouver des récits inspirants. Parce qu'il est vrai que le récit à la Pierre Rabhi, les soirées au coin du feu, ça parle pas à tout le monde. Donc il va falloir trouver des scénarios. Alors là, ce que vous dites là, c'est la permaculture, tout ce que vous proposez, c'est le développement durable. Alors, non, c'est autre chose. C'est pas exactement ça que quand les entreprises disent développement durable, elles n'entendent pas ça. Très clairement. C'est on continue que avant. Ouais, très clairement. Alors, personnellement, je suis un peu plus pessimiste que mon ami Laurent. Mais je pense qu'il faut se situer par-delà l'optimisme ou le pessimisme pour parodier quelqu'un. La question, même si on est très très pessimiste, la question c'est d'essayer quand même. Vraiment, je pense que, ok, on peut baisser les bras, moi j'aimais bien Mozart, bon, un univers sans Mozart me semble triste. Bon, c'est pas, on pourrait dire, Laurent, bientôt sera parti, donc qu'est-ce que tu t'en moques? Mais je pense que c'est un combat qui mérite d'être mené. Si on se prétend des êtres humains, ils se sont auto-accolés l'adjectif sapiens, 2 fois à un moment, on est devenu plus modeste. C'était sage et intelligent, waouh. Je pense que si même aujourd'hui il n'y a pas un plan clair ou quoi que ce soit, il faut continuer à chercher, il faut le faire. Et ça passera par une remise en question de nos visions du monde, des dogmes, des systèmes de structure, voire de domination. Je ne voudrais pas vous lancer dans une sorte de révolution, je suis quelqu'un de plutôt calme, mais il va falloir contester les ordres établis comme ils sont,
je dirais, ramollir un peu tout ça pour permettre à d'autres phénomènes d'apparaître. Parce que si on reste dans un système qui est complètement figé et qui produit toujours la même chose, bah on sait où on va, ça c'est absolument clair. Donc c'est vraiment pas une question d'espoir, de désespoir, de tirer des droites. Il faut qu'on cultive notre jardin, mais pas simplement littéralement, vraiment en termes de réflexion et donner des chances à la chance. Donc un des objectifs du livre, c'est de mettre le lecteur un peu dans cet état de ok, je ne suis plus un rouage inconscient d'un système, j'ai un cerveau et j'essaye de voir à ma hauteur ce que je peux faire. Parce que la rencontre avec le réel, on va tous la voir si on ne l'a pas déjà eu. Je pense que si vous êtes ici dans cette pièce, c'est que vous l'avez déjà plus ou moins rencontré, mais s'il y a des gens qui vous disent n'importe quoi, tôt ou tard, ils vont constater que la température a changé, tôt ou tard, ils vont constater quelque chose qui va leur faire se poser des questions. Et donc soit on va basculer dans un cynisme effroyable ou dans une misère effroyable, ou soit on va devoir se remettre tous en question. Et donc pour se remettre en question sans se mettre sur la figure. On sera mort avant, et ça c'est, je veux dire, c'est pas tout le monde. C'est parce qu'on vit si peu que finalement on s'en fout. Si on vivrait 300 ans, on se poserait des questions, mais on ne se projette pas vraiment dans les gens. Les philosophes antiques nous disent que pour bien mourir, il faut d'abord apprendre à bien vivre. Donc, même s'il me reste 1 minute à vivre, j'aimerais bien la bien vivre. Ah, vous voyez. J'aurais pu le dire si j'avais été Puis moins... pour les enfants, je crois que... Exactement. Non, pour mais je les sais, enfants. mais ça, c'est des jolies choses aussi qu'on se raconte. Mais c'est possible, enfin, je crois que c'est bien d'essayer de... Ah non, mais je dis pas l'inverse. Mais je dis qu'on se raconte beaucoup de lieux communs depuis quelque temps. Oui, les jeunes, mais c'est pas vrai déjà, il n'y a pas beaucoup de jeunes. À part Greta et quelques les savantes, la plupart sont dans le truc des portables et des smartphones et la 5G. Hein. Je dis qu'il faut aussi remettre en question nos propres certitudes, parce qu'on se la joue, on est du bon côté, on est écolo, on est super. En fait, non, on n'est pas tant que ça. Moi, franchement, aller à la campagne dans le noir, sans rien, j'ai pas trop envie. Hein. Mais je crois que personne n'en vit ici. Oui, mais peut-être on n'aura pas le choix. Et justement, puisqu'on parle des jeunes, qu'est-ce que vous pensez des mouvements comme Extinction Rebellion ou Youth For Climate, par exemple, et donc Greta Thunberg, entre autres, quoi. Sans pour. Je viens de dire qu'il fallait un peu secouer tout ce qui était en place, donc dès que quelqu'un essaye de secouer à sa façon les choses en place, je ne peux qu'applaudir tant que on a un encart auquel je tenais dans le livre qui est écrit par Lamia Essamlali, qui est la patronne de Sea Shepherd France. Alors on a varié, on a des articles assez académiques, on a des interviews et on a quelques témoignages très personnels de gens militants et qui nous expliquent qu'elle est aux îles Féroé assistée au massacre traditionnel de cétacés qu'on a poussé dans le fond de la baie et qu'on abat à coups de hache en patouche dans le sang, littéralement. Enfin, si vous avez vu des images, accrochez-vous. Et elle a le droit d'être là, mais elle n'a pas le droit de venir en bateau parce qu'elle a une interdiction des autorités qui couvre le truc. Et je lui dis, mais moi je serais là, je serais ivre de rage, quoi. Comment on peut ne pas sombrer dans la violence face à des choses pareilles. Et donc je lui ai demandé, vous devez avoir une vision des choses. Donc elle explique que, si on se défend le vivant en tuant le vivant, il y a un problème de base, quoi, hein. On est dans une structure complètement paradoxale et tous les gens qui ont voulu faire le bien en faisant du mal, il y a un moment la méthode arrive en bout de course et en plus ça ne marche pas parce que dès que quelqu'un aura tué quelqu'un au nom du bien plus grand, ça permettra aussi au système de se défendre en disant bah voyez, ce sont des terroristes et on sait aujourd'hui le bien que fait toute cause qui est passée par la violence à sa propre cause. Donc il y a ce petit encart qui, à mon avis, est un petit joyau dans l'ensemble des autres joyaux, hein, mais qui pour moi était important parce que on peut facilement céder à la colère, etc. Donc moi je dis que tous ces mouvements qui secouent le prunier pour essayer de faire un peu se remettre en question les choses sont des bonnes choses. Après on peut chipoter telle approche, etc. Moi, j'ai pas la science infuse, je sais pas vous dire si une graine doit pousser dans ce désert, d'où elle surgira. Maintenant, voilà, ma position personnelle, elle est là. Tant qu'on reste... maintenant, certains disent qu'il n'y a pas d'indépendance sans un mouvement armé. Bon,
je suis gêné qu'on commence à jouer ces cartes-là en premier. Quoi. Les ruisseaux deviennent fleuves, quoi. Merci beaucoup. Merci Pascal. Bah oui, non, c'est très riche. Je compléterai juste avec tous les mouvements militants, ce qui me manque énormément, c'est un kit de survie mentale pour être en position ancrée, sereine et active, tout en affrontant des constats ou des nécessités absolument Alors colossales. ça existe, il y a des prises en charge dans ces milieux-là, autour du travail qui relie de Johanna Massier, etc., suivant les besoins, il y a des réfléchons dessus. Et il y a une réflexion sur la mort, sur le deuil, etc., dans le livre. Aussi Voilà. sur l'écoféminisme, aussi sur toutes ces questions, ces approches nouvelles qui permettent de questionner, de questionner. Donc je dis pas que ce livre est le kit de survie que vous demandez, mais c'est déjà... On le fabrique, chacun doit le fabriquer, mais pour le fabriquer un truc qui tient à peu près la route, ce que je redoute c'est la première idée qui passe est la bonne, vous voyez. Il faut poser des questions, il faut se poser des questions, il faut questionner les choses, et en fait ce livre est une immense série de questions avec quelques approches de comment formuler des réponses, mais peut-être même pas donner les réponses, j'aurais pas forcément cette prétention-là. Et la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il nous reste 10 ans pour jouer plusieurs scénarios d'après le Shift Project que on a reçu aujourd'hui. Ouais. Et bon, les 10 prochaines années sont assez importantes. Ça fait 10 ans qu'il nous reste 10 ans. C'est-à-dire à chaque fois, le monde s'érode. Il y a des choses dont on doit faire le deuil en écosystème, voilà. Donc il ne nous reste pas 10 ans, il nous reste... Tant qu'on vit, il y a de l'espoir, comme dit le proverbe. Mais il faut arrêter de se donner ces échéances, elles n'ont pas de sens. C'est maintenant qu'il faut essayer de préserver ce qui est préservable. Et c'est l'essence même de ce livre, hein, c'est de dire on part du présent, et on se dit pas dans 10 ans on soulèvera les... Ça s'appelle de la procrastination. Voilà, exactement. Vous voulez un petit verre de vin, quelque chose, un petit verre de jus de fruits? Je veux bien un verre d'eau, par contre. Un verre d'eau, voilà. Un verre de jus de fruits, tu me donnes ça. Oui, je vais commencer par un verre d'eau, puis après je vais prendre Est-ce qu'il y a des questions encore? Aborder la question du spirituel. Alors je crois que ça s'appelle gorge rouge ou rouge. Alors moi je suis quelqu'un d'assez rationnel, je suis pas très doué avec ça. Pour oui. Un petit peu sur ce que disait le monsieur pour un kit de Ouais. survie pour faire face à Alors on a abordé le phénomène religieux, on a demandé à des auteurs de parler du phénomène religieux, de la croyance, mais par rapport au spirituel... Tout ce qui est méditation qui pourrait aider à... Voilà. On a choisi de ne pas le faire, en l'occurrence, mais ça peut se faire. Il y a des livres là-dessus, etc. Il y a un problème aussi dans... il faut, quand on se préoccupe de ces notions, qu'on commence à être confronté à ces notions, il y a 3 étapes dont il faut s'inspirer, qui sont dans les formations aux premiers secours. La première étape, c'est vous êtes témoin d'un accident, vous vous mettez à l'abri. C'est quand vous êtes en mesure de vous confronter à ça, quand vous êtes vous-même à l'abri, que vous pouvez commencer à dire « je donne l'alerte ». Ça, c'est le 2e stade. Vous êtes à l'abri, vous pouvez donner l'alerte. Et c'est seulement quand vous avez accompli les 2 premiers stades que selon vos moyens, vous êtes médecin, vous êtes secouriste, ou vous avez juste envie de mettre la personne à l'abri d'un feu qui s'étend, que vous intervenez. Voilà. C'est les 3 étapes fondamentales à respecter. Quand on veut essayer de rentrer de façon brouillonne dans ces 3 étapes sans les respecter, on est déstabilisé. Mais de toute façon, quand on se confronte à ces sujets, on est sujet à des angoisses, on est sujet à de la colère. Il y a des phases de deuil qui sont très bien modélisées. L'article sur la mort de Patrice Van Hersel parle de ces phases de deuil et des façons de les aborder. Patrice Van Hersel est un journaliste qui a enquêté sur la mort et sur la façon de l'accepter. C'est lui qui a fait connaître les thèses d'un certain nombre de courants et il est également très impliqué dans le chamanisme. Donc il ouvre des voies vers ces façons-là de se mesurer à ce qui pourrait être considéré comme indicible. Mais c'est à chacun de faire ce parcours. En revanche, mon conseil, c'est de ne pas être isolé. Les gens sont dévastés quand ils prennent un livre, peu importe, hein, sur l'effondrement, il y en a plein en ce moment, hein, mais il faut être accompagné, il faut le partager, il faut trouver des gens à qui en parler.
Voilà, c'est vraiment mon conseil, c'est de commencer, si on se documente là-dessus, par le partager, se mettre en sécurité. Et on n'a pas forcément besoin, si ça correspond à des besoins, on peut aller vers le spirituel, etc. À terme, c'est quand même la porte ouverte à des dérives, à mon avis. Donc il vaut mieux se renforcer soi-même et être capable de trouver sa spiritualité en partageant avec d'autres. Et le livre est construit pour pas abandonner le lecteur. Il y a 4 postures, mais parmi une infinité, hein, il y a 4 postures qui sont proposées. Déjà, être capable d'accepter et d'absorber ce choc, et c'est pas un petit travail sur lequel on peut glisser comme ça, c'est un long chemin. Devenir un éco-citoyen, parce qu'on est bien tous conscients que tout seul on ne changera rien, mais que si personne change, il ne se passera pas grand chose non plus, donc il faut faire sa part. Donc ça, c'est Julien Vidal qui revenait des Philippines, où il avait vécu dans des bidonvilles et qui s'était étonné de voir nos plaintes alors qu'on crevait de confort, hein, pour être assez clair. Donc il a dit, attendez, moi je vais vivre comme aux Philippines, dans le monde d'aujourd'hui, vous allez voir, mon bilan il va être assez facile à établir. Et il ne donne pas de leçon, hein, il dit juste on peut faire plein de choses si on en a envie, et il a toute une démarche là-dessus. La deuxième, c'est de s'engager dans la société, donc c'est l'approche plus politique, quelles que soient ses croyances. On peut être autre chose qu'un contribuable consommateur salarié passif avec sa zapette devant sa télé, et on peut s'engager. Et le dernier, c'est l'approche militante, où là, carrément, c'est quasiment épouser une cause. C'est juste pour donner un panel de réactions possibles. Et bien sûr, toutes ces actions ne se font pas seules. Je veux dire, dès qu'on parle de rentrer en contact avec la société, qui dit société, dit les autres. Donc ça, c'est vraiment essentiel. On parle aussi des pièges du cerveau. Parce que les heuristiques, la façon dont notre cerveau fonctionne, les raccourcis qu'il a pris pour être plus économe d'énergie du temps où nous courions dans la savane pendant un certain temps. Et aujourd'hui, nous on a construit un autre monde, mais on est toujours construit nous-mêmes de la même façon. Donc on a des pièges. Et ces pièges-là, ces cerveaux, ces vieilles recettes, ont aussi produit le résultat de là où on est. Donc vous voyez, c'est extrêmement complexe comme sujet. Donc on ne fait qu'effleurer la complexité des choses, mais au moins la dévoile. Et c'est ça que je suis assez content d'avoir pu faire avec Laurent dans cet ouvrage. Merci à vous. Merci pour le